Eh bien, on est sur la fin et j'avais envie de proposer à Corinne Mregen de tirer une belle conclusion de cette matinée, sachant que non seulement elle connaît très bien les médias, la régie, mais qu'elle a aussi beaucoup exercé en agence média et chez l'annonceur. Donc tu es très bien placée pour nous mettre en perspective tout ce qu'on vient de voir. Merci Corinne. Bonjour, ça marche, ouais. Bonjour, j'ai des notes, parce qu'évidemment, j'ai pris quelques notes tout au long des présentations de ce matin. C'était, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était passionnant, qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de me prêter à l'exercice que tu m'as demandé, Emmanuel, pour essayer de conclure cette matinée. Donc, d'abord, de revenir peut-être sur moi, les temps forts parmi ces échanges et ce qui m'a le plus interpellé, intéressé ou en tout cas intéressé pour et pour la fin de l'année, pour l'année 2023. La première chose, je crois, ça concerne bien sûr les prévisions du marché. Pardon, sur les prévisions du marché, je crois que ce qu'on peut retenir de la première partie de la matinée, c'est vraiment ce contexte économique, géopolitique, les conflits qui sont aux portes de l'Europe, l'inflation, la crise énergétique et écologique, et qui font que finalement le maître mot aujourd'hui, demain plus que jamais, c'est cette question d'incertitude, de forte incertitude, qui rend l'exercice des prévisions très très compliqué. Donc ça, c'est vraiment un préalable, je pense, qu'il faut rappeler. Côté atterrissage 2022, en fait, moi, ce que j'ai retenu comme vous, j'imagine, c'est que même s'il y a un ralentissement sur le deuxième semestre, puisque en gros, d'après les estimations des uns et des autres, le deuxième semestre, et d'ailleurs, c'est pas le deuxième semestre, c'est plus le T3 qui, d'une certaine manière, pardon pour l'expression, plombe un peu la croissance de l'année, en partie la croissance de l'année 2022. Ce T3 de 2022 fait que on devrait avoir mathématiquement un deuxième semestre qui est 2 fois moins croissant que le premier semestre, mais malgré tout une année 2022 qui finit par une tonalité positive. Sur 2022, ce que j'ai aussi retenu, c'est les écarts très forts entre les secteurs. Ça, c'est assez spectaculaire et je crois que c'est Xavier Guillon qui parlait de marché bipolaire, avec d'un côté le tourisme, la culture, l'informatique, l'ameublement, décoration qui progressent. Et là, on voit bien que c'est vraiment du fait du rattrapage post-crise sanitaire et du changement aussi de nos comportements et nos modes de vie. Et puis à l'inverse, de l'autre côté, des secteurs comme le transport, l'automobile, qui ne retrouvent pas le chemin de la croissance, l'alimentation aussi qui réduit ses investissements en raison de la hausse des coûts de production, ou la vente par correspondance et les appareils ménagers qui sont également en retrait. Et enfin, côté médias, là aussi, une forte hétérogénéité quand même de la croissance sur l'année 2022, avec bien sûr un capteur de croissance, un driver de croissance très fort qui est le digital, puisque le digital retrouve sa croissance tendancielle d'avant la crise avec plus 10%. Et du côté des médias dits traditionnels, j'aime pas beaucoup cette expression, mais bon, je la reprends quand même, avec des guillemets, une bonne résilience, et d'ailleurs je m'en félicite, une bonne résilience des médias dits traditionnels qui profitent eux aussi d'une forte croissance de leur revenus numériques, puisque les revenus numériques de ces médias-là est de plus 20%, et c'est ça qui fait que finalement les médias dits traditionnels ne sont pas loin en termes de progression sur l'année 2022 des médias dits pure player. Sur l'année 2023, bon, je crois que c'est assez unanime pour dire, alors avec plus ou moins d'optimisme quand même dans l'estimation, mais il faut quand même s'attendre plutôt à un ralentissement de l'activité. Je crois que c'est Bertrand qui a parlé de montagne russe. Bon, compte tenu de l'actualité, l'expression était assez appropriée. J'ai retenu aussi que les médias, là aussi dits traditionnels, qui sont pénalisés plus fortement par le contexte économique, devraient afficher, eux, un net ralentissement sur 2023, donc plus que les autres, et qu'en revanche, côté médias numériques, la croissance sera toujours stimulée, avec notamment un essor continu de l'e-commerce, un search qui va se maintenir, une vidéo digitale qui devrait connaître une très forte croissance, même si elle est moins importante qu'elle n'a pu être, plus 10%, avec notamment l'arrivée de Netflix et de Disney+. Le point particulier qui a retenu mon attention, et c'était Emmanuel Soin qui en a parlé, c'était
sur la presse écrite, je crois que c'était la dernière question que tu lui as posée, Emmanuel, hein, qui a parlé d'un média de qualité, d'un outil démocratique qui lutte contre les fake news, qui a déjà montré sa capacité à se transformer de façon assez radicale. Donc, je ne peux que saluer en tant que citoyenne, pas seulement salariée du groupe Les Échos Parisiens, mais citoyenne, que cette remarque, effectivement, souligne l'utilité sociale, et je crois que ça, c'est un point très important du média, de ce média, enfin des médias publishers, et de leur formidable capacité, effectivement, à innover pour toujours mieux remplir leur mission. Le deuxième grand temps fort, c'était la table ronde autour de la data et du programmatique. Donc le débat, il était autour de la question de l'intelligence média passera-t-elle par la data et l'achat programmatique. Ce que j'ai retenu, c'est que le programmatique permet incontestablement aux annonceurs, via leurs agences, une maîtrise toujours plus importante de leurs investissements, avec une capacité d'optimisation, de l'efficacité, du ciblage, de la mesure. Donc ça c'est incontestable, que c'est un mode d'achat qui va continuer à croître, à progresser, mais qui a quand même 3 grands enjeux auxquels il va falloir être très très attentif, et ça a été très bien évoqué ce matin. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de la formation, face à une sophistication toujours plus importante, et notamment une très forte rapidité de transformation de ce marché. Un deuxième enjeu important autour de la question de la créativité, c'est Kautar qui l'a rappelé tout à l'heure, hein, la créativité, elle est encore un peu trop souvent peut-être oubliée dans les dispositifs programmatiques, et on voit bien que aussi dans le programmatique, le narratif des campagnes reste à travailler pour s'adapter aux différents contextes. Et puis le troisième enjeu, qui est un enjeu qui doit revenir de manière permanente, qui est revenu de manière récurrente, et j'y reviendrai moi-même en conclusion, c'est la question de la RSE, de l'engagement responsable. Là, il y a un énorme travail à tout à faire, j'ai envie de dire, pour optimiser les cadres de diffusion afin qu'ils soient moins émetteurs de carbone aussi dans le programmatique. De manière plus macro sur le programmatique, si je peux me permettre aussi d'apporter moi un regard, c'est incontestablement, et Nicolas le rappelait tout à l'heure, hein, c'est un levier de croissance pour la publicité classique, pour nous aussi d'ailleurs, pour le groupe Les Échos Parisiens, mais je crois qu'il faut quand même bien garder en tête le fait qu'il ne couvre pas toutes les façons de communiquer. Je pense notamment à ce que nous, on appelle chez nous les grands programmes de communication. Donc, ces grands programmes qui se déploient sur un temps long, de façon extrêmement ad hoc, avec notamment beaucoup autour des sujets de l'impact, d'ailleurs, de transition environnementale, sociale et sociétale, et pour lesquels l'écriture narrative, là, pour le coup, est extrêmement importante et centrale. Et le programmatique ne peut pas adresser ce levier qui, pour le coup, n'est absolument pas standardisable ou industrialisable. Donc, ça, je crois que c'est un point important. Il y a eu un temps fort, là, autour des NFT, hein, qui a vraiment permis, très riche, un grand merci, qui a permis d'explorer de manière très concrète, via des cas très intéressants, et qui nous permettent donc de nous projeter dans ces nouveaux univers. Moi, les 2 cas que j'ai retenus, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants, c'est Starbucks, hein, qui délocalise son programme de fidélité en y associant des NFT, qui permettent à leurs clients d'accéder à des expériences exclusives, et le cas aussi de Alfa Romeo avec ce passeport pour les véhicules connectés sous forme de NFT, et qui donc crée de la valeur à la revente, de la valeur supplémentaire, alors qu'on sait bien que quand on achète une voiture, on commence déjà à perdre de l'argent. Non, et en fait, pourquoi ces 2 cas m'ont beaucoup intéressé, c'est parce que, en fait, ce qui illustre bien ces 2 cas, c'est le fait que l'enjeu, c'est pas tant de créer des NFT, mais plutôt de se questionner sur la façon dont les NFT peuvent aider, ça a été très bien dit tout à l'heure par Valérie, peuvent aider les entreprises à résoudre leurs problématiques et à créer de la valeur supplémentaire. En fait, le vrai enjeu des NFT, ça a été dit, ça a été illustré, c'est de créer de la valeur supplémentaire à l'activité de la marque, comme offrir à ses clients une meilleure expérience, un meilleur service, connecter ses produits et ses services. Donc finalement c'est ça l'enjeu des NFT. Et puis dernier temps fort, ça a été la présentation de l'étude sur les nouveaux métiers, qui n'a pas révélé parce qu'on le sait, mais qui a confirmé l'idée que
L'accélération de la digitalisation des offres et services de l'entreprise ressort comme la priorité des priorités. C'est la première priorité des métiers du marketing et de la communication. On a aussi quand même noté, et ça a été dit, que le besoin d'adapter les organisations aux nouveaux modes de travail et aux défis de la RSE sont extrêmement importants. Clairement, ce qui ressort, c'est que le grand enjeu pour nous tous, c'est l'enjeu de la formation, et que les compétences clés, ça rejoint la table ronde précédente, les enjeux clés à développer sont, et pour les professionnels et pour les étudiants, les capacités de créativité et d'innovation. Pour conclure, je vais de nouveau citer Emmanuel, et je crois que c'était beaucoup dans le magazine que tu l'as dit. Tu as beaucoup insisté sur la question de l'acceptabilité. Tu as parlé concernant 2023 qu'il allait falloir renforcer l'acceptabilité de la publicité pour le consommateur, par le consommateur, pardon. Je crois que vraiment le sujet, enfin en tout cas de mon point de vue, le sujet de l'acceptabilité de la publicité par les consommateurs, c'est l'enjeu majeur pour les années à venir. Merci beaucoup. C'est pour cette raison que on doit tous collectivement travailler sur notre responsabilité. C'est pour moi d'ailleurs la meilleure définition la meilleure façon de définir, l'intelligence média. Au sein du groupe Les Écoles Parisiens, Pierre Louette l'a rappelé, l'a évoqué en introduction. Notre cap, vraiment, c'est de faire de la communication un levier efficace de leur transition. La communication, j'en suis convaincue, a un rôle fort à jouer pour rendre désirable un monde bas carbone, parce que pour rendre possible un monde bas carbone, il faut nous rendre désirable, il faut faire, comme me dirait peut-être Bruno Latour s'il était là, enfin s'il était encore là, il faut faire atterrir nos imaginaires. C'est une mission d'autant plus importante qu'elle correspond aux attentes des citoyens, et elle correspond aux attentes des plus jeunes parmi nos citoyens, et c'est la planète qu'on va leur laisser tous. Donc c'est éminemment important de traiter et d'adresser les sujets qui les intéressent. Et puis c'est aussi une bonne façon de contribuer à valoriser la capacité des entreprises à transitionner massivement la société, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est bien du côté des entreprises, et donc d'une certaine façon de la communication qui valorise ce que font les entreprises, de pouvoir les aider à faire cette transition. Pour y contribuer, nous, groupe Les Écoles Parisiens, on continue et on accélère notre transformation responsable, Pierre l'a rappelé, et côté régie publicitaire, de manière très concrète, très tangible, ça signifie quoi? Ça signifie mettre en place des conditions pour optimiser la prise de parole des annonceurs dans le cadre de leur démarche RSE. Donc très concrètement, c'est de créer des cadres de diffusion, ça a été rappelé tout à l'heure, low impact, mais c'est aussi, ça a été aussi dit, aider des acteurs engagés à passer à l'échelle, des startups, accélérer l'écosystème à impact. C'est réfléchir au sens que nous donnons à nos métiers, donc c'est la diffusion, mais c'est aussi le sens que nous donnons à nos métiers, à la fonction même de la publicité et à la façon donc de la diffuser. Pour que ce changement soit structurel, la question, et donc j'en arrive au sujet peut-être qui frotte, un peu sensible, la question de la performance me paraît centrale, ça a été beaucoup dit, l'efficacité, la performance, la productivité. Donc je suis passée aussi beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup de temps en agence, j'y suis aussi très sensible, on y est très sensible côté médias, on sait que c'est une demande très forte des annonceurs et c'est tout à fait légitime. La question que je pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas, dans cette mesure de la productivité, dans cette mesure de la performance, intégrer aussi les impacts environnementaux et sociaux de notre business? Et donc, très concrètement, ça veut dire que quand on envisage le retour sur investissement, est-ce qu'il ne faut pas, dans le retour investissement, ajouter, peut-être soustraire au ROI, ce que moi j'appellerais le COI, donc des indicateurs de performance, aux indicateurs de performance traditionnels, apporter des indicateurs de coût, de ce que coûtent en fait nos activités d'un point de vue environnemental et social. Et à ce moment-là, l'indicateur l'indicateur qu'on retiendrait, c'est le ROI moins le COI. Parce que vraiment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, est-ce qu'on peut dire qu'une action de communication est performante
sans prendre en compte son impact sur la nature et l'humain. Je pense que franchement cette question c'est la question clé, et que pour réussir à la fois sur le plan économique et sur le plan de notre responsabilité sociétale, il faut vraiment repenser aussi la question des indicateurs. C'est l'enjeu le plus important à mon sens pour nos activités pas dans les mois à venir, dans la décennie à venir. Voilà, merci. Merci Corinne pour cette restitution tout à fait brillante. Merci à tous, merci à tous les intervenants. Merci à Emmanuel d'avoir préparé cette matinée avec talent vraiment, et non seulement la matinée mais aussi la revue que vous trouverez à l'entrée. Je pense que cette matinée, alors je sais pas si elle a confirmé mon optimisme ou pas, mais plutôt en vérité, même si effectivement on peut s'inquiéter de petites choses ou de grandes choses à court terme, on peut aussi se dire qu'on a des beaux chantiers, des beaux enjeux devant nous. Le magazine est là. Il y a une chose dont on a peu parlé, en fait, le mot a été assez peu cité, c'est podcast, mais ça tombe bien parce qu'après-demain, CB News organise la journée professionnelle du Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique, donc j'en profite pour faire de la pub. Rendez-vous jeudi à la Gaîté Lyrique pour parler d'un autre avenir, d'autres médias qui sont les podcasts, qui sont en très grand développement. Merci à tous.